Et salut Delphine, bienvenue dans mon podcast No Rules. Comment tu vas Delphine? Salut Cédric, écoute, ça va plutôt bien en cette fin d'année pluvieuse. Tu vois, j'étais en train de regarder par la fenêtre et je me disais, bon, il fait moche, mais en vrai, ça va plutôt bien quand même. T'es dans quel coin? Région parisienne, Ah là là, ça doit être dur plus pour ça. très longtemps, Tu vas où? mais pour l'instant, je ne sais pas encore, mais ce qui est Ah sûr, ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on va finir par déménager dans les un an ou deux. d'accord. C'est un choix parce que vous voulez quitter quelque chose et aller ailleurs ou c'est professionnel? Parce qu'on n'est pas d'ici de base. Moi, je suis de la région lyonnaise et que en termes de confort de vie, je pense que Paris, c'est génial quand tu débutes et puis qu'en vrai, quand tu démarres dans la vie, il y a un peu qu'à Paris qu'on te laisse ta chance. Hmm. Euh, donc, tout le monde monte un peu à Paris. Ça a été notre cas avec mon mec. Enfin, on est monté séparément et on s'est retrouvés à un moment donné. Et puis aujourd'hui, surtout moi maintenant, enfin, tu vois, avec mon activité, je peux bosser d'un peu d'où je veux rester. C'est un peu la magie de ce métier quand même. Rester dans une ville où tout est hors de prix. Ça m'empêchera pas d'y revenir, mais je pense que, tu vois, avoir un équilibre où t'es ailleurs et où tu reviens à Paris juste pour le kiff et le business, c'est cool Hmm. aussi. Ça t'aide, ça t'a aidé, ça t'aide aujourd'hui encore dans le business? De vivre à Paris? Alors, à l'époque, c'est sûr que ça m'a aidé. Moi, j'ai passé 8 ans dans le domaine du luxe. Donc, Ouais. domaine du luxe, de toute façon, tous les sièges sociaux sont à Paris. Il n'y en a pas ailleurs en France. Donc, c'est aussi pour ça que je suis montée. Donc, là-dessus, oui, énorme opportunité. Et puis, par rapport à d'autres villes, même moi qui viens de Lyon, tu vois, Lyon, les places sont chères, quel que soit le domaine. Parce qu'il y a des gens qui attendent d'avoir les places depuis des années. Et en fait, il y a qu'à Paris où tu trouves parce qu'ils sont trop ravis d'exploiter des petits juniors qui seraient prêts à vendre leur âme pour trouver un poste quand ils sortent d'études. Donc non, non, là-dessus, je trouve que c'est très chouette. Sur la deuxième partie, la partie coaching, je suis pas sûre que Paris m'ait servi à proprement parler, même si ça te permet plus facilement d'aller à des événements et de rencontrer du monde. Et ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Parce que du coup, t'es pas, j'ai l'impression, en tout cas, par rapport à d'autres personnes que je connais qui sont en région, comme on dit, tu te sens peut-être moins seul. L'écosystème est plus développé et du coup, si t'as pas envie d'être seul, bah t'es pas seul. Ouais, ouais, c'est juste. J'avais quelqu'un avant toi dans le podcast, on parlait de ça justement à Paris avec qui organise des événements. Bon, on va aller voir tout ça, mais avant, ce serait bien de savoir qui tu es. Je te pose une question comme ça qui est simple et pas simple à la fois. Est-ce que tu peux nous, tu verras, est-ce que tu peux nous raconter juste l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois? Alors, il était une fois une petite fille, était une fois une petite fille qui aimait faire beaucoup de choses à la fois, qui se lassait assez vite, qui était très curieuse, extrêmement bavarde. Je pense que je n'ai pas eu un seul carnet de liaison sur lequel ce n'était pas marqué. À peu près de mes 3 ans, quatre. Deuxième section de maternelle, ça a commencé. Quatre jusqu'à, ouais, ma sortie sortie d'études. Donc, je dirais que globalement, j'ai le contact assez facile avec les gens, que j'ai suivi une enfance et une scolarité relativement normale, pas exemplaire, pas non plus catastrophique. On m'a souvent dit, après le bavardage, que je me reposais sur mes acquis. Je pense que c'était assez vrai. Mais ça m'allait bien. Et puis, je trouvais pas non plus. Moi, ça a été un peu la révélation une fois que j'ai quitté le lycée. Tu vois, où tu peux choisir là où tu as envie d'aller, les cours que tu as envie de faire, les matières qui t'intéressent. Là, j'ai trouvé que ça a commencé à devenir vraiment un kiff. Alors qu'avant, bon, t'es un peu obligé de tout te farcir et je trouve ça génial parce que ça t'apprend plein de trucs. Mais du coup, je m'éclatais pas autant. Et une fois que je suis sortie du lycée, là, j'ai compris que déjà me reposer sur mes acquis, ça allait être la merde parce que j'allais pas aller très loin. En plus, j'ai commencé par la fac, donc autant te dire que la fac, si tu bosses pas, bah tant pis pour toi. Et puis que la concurrence est beaucoup plus rude et que tu as intérêt à, voilà, à mettre un petit peu plus d'effort si tu as envie d'arriver à quelque chose. Ensuite, eh ben, j'ai passé, écoute, j'ai fait des monts et des vaux. J'ai eu des gros soucis de santé à ce moment-là, donc j'ai passé des premières années de fac à moitié travail à la maison, à moitié travail en cours.
J'ai bifurqué parce que j'avais commencé sur du contrôle de gestion, parce que j'aime bien les chiffres et en fait, si tu peux pas assister vraiment et faire les exercices en live avec le prof, et c'était pas mon cas à l'époque, bah tu peux pas vraiment suivre le cursus. Donc derrière, je me suis réorientée, je suis partie sur tout ce qui était communication parce que je pouvais le bosser de chez moi. Et puis, c'est assez drôle parce que je crois que quand tu veux aller quelque part, tu finis toujours par y aller. Au lycée, avec une copine, je lui avais dit, ah, je rêverais un jour de faire l'université de la mode, qui est un endroit où tu apprends tout ce qui est relié au domaine de la mode et du luxe, mais pas sur une partie créative. C'est-à-dire, c'est vraiment des métiers du business, du marketing, Ok. mais pas du tout pour apprendre à faire des robes, ce que je ne voulais pas faire. Mais par contre, l'univers me plaisait vachement. Et tu vois, après toutes mes bifurcations, alors je suis passée à Paris, je suis montée à la Sorbonne, après je suis revenue à Lyon, j'ai fait de la com, j'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai fait des lettres aussi. Après, je suis repartie en communication, puis j'ai fini par bifurquer en marketing et business à l'Université de la mode, en tentant le tout pour le master, et j'ai été prise. Après, je suis partie un an au Canada, donc j'ai arrêté entre mes deux masters, alors que j'avais à peu près tout à cette époque. Un mec, un job, mon master, mon appart, et j'avais très envie d'aller découvrir le Canada. Et je me suis dit, une fois que tu vas être dans la vie active, une fois que tu auras fini ton master 2, que tu auras fait ton stage et qu'on va te proposer un poste, en fait, ce sera mort, tu partiras jamais. Tu vas te retrouver engrangé dans le truc et donc tu partiras pas. Donc si tu veux partir, faut le faire maintenant avant de finir le master 2. Donc j'ai tout abandonné, je suis partie. Ça a été la meilleure expérience de ma life. Je pense que beaucoup de gens qui partent pourraient dire ça, mais c'est vrai. Euh, Ça a été mon pays d'adoption. D'ailleurs, vraiment, j'ai eu un coup de foudre absolu pour cet endroit. D'ailleurs, j'avais redemandé un visa pour y retourner après mon master 2. Euh, j'ai refait, du coup, j'ai réussi à réintégrer la même université derrière. Et puis derrière, j'ai découvert un univers passionnant qui s'appelle le travel retail, qui est tous les commerces de luxe qui prennent place dans les aéroports. Mm. On appelait ça le sixième continent, qui était vraiment un Eldorado, qui a ses propres règles, qui n'a rien à voir avec le fonctionnement des boutiques en centre-ville, qui était complètement dingue. J'y ai passé 3 ans, j'ai adoré. C'est là où j'ai fait mes premiers pas dans l'univers du luxe et tout était fou. Et puis après, je suis partie dans des grands groupes, j'ai détesté, je suis repartie dans des petites boîtes. Et puis un jour, j'ai envoyé valser tout ça et je suis partie à mon compte. Voilà à peu près l'histoire Merci. de ma vie. Merci pour cette histoire de ta vie qui est faite de, j'ai l'impression, de beaucoup de choix. Le choix a l'air important pour toi. Quel a été le choix le plus important dans ce parcours? Hum, le choix le plus important, je pense que ça a été celui de me le lancer à mon compte quand même. Ouais. Que j'ai d'ailleurs, tu vois, je l'ai décalé parce que j'avais déjà fait le choix au début et je me suis laissée emporter par les peurs des autres. À Hmm. l'époque, ils me disaient, tu vas pas te lancer dans le coaching, tu n'as aucun réseau, tu vas pas y arriver, etc. Et donc, je ne me suis pas lancée. Et j'ai décalé 2 ans. Bon, entre-temps, j'ai fait un bébé, donc c'était pas mal non plus. Et puis à la naissance, vraiment, ouais, mon fils est né et j'ai donné ma dème à ce moment-là. Qu'est-ce qui a déclenché ce passage à l'action vers se lancer à son compte? Je crois que je l'ai toujours su, tu vois, versus d'autres personnes où il y a vraiment eu un déclencheur, justement. Moi, j'ai toujours su que j'aurais ma boîte parce que j'aime pas trop les règles. Du coup, j'aime bien le nom de ton podcast. Ça me parle, ça. Et donc, j'ai jamais trop aimé. Alors, mon premier poste a été fabuleux parce que j'avais un. Je lui disais d'ailleurs, t'es mon mentor. J'avais un boss, enfin, c'était même mon N+2 qui avait complètement cerné comment je fonctionnais et qui, je pense, n'aimait pas trop les règles non plus, qui me donnait une liberté absolument dingue dans mon poste. Et puis, c'était des créations de postes, il y avait tout à construire. Donc, mes 3 premières années ont été vraiment fabuleuses à ce niveau-là parce que je pouvais faire à peu près ce que je voulais. Et ça, ça me plaît bien. Et alors après, quand j'ai basculé sur d'autres univers où il y avait beaucoup plus de cadres, là, je me suis dit, en vrai, j'y arriverai jamais. Et puis, je trouvais que l'entreprise, en France, en tout cas, pour avoir vécu en plus l'entreprise au Canada, euh, tuait le potentiel des gens. C'est un peu dur ce que je dis, mais vraiment, j'avais cette sensation-là
de me faire étouffer et de devoir suivre, tu vois, une voie qu'on te donnait. Et donc, j'ai toujours su qu'à un moment donné, je me lancerais à mon compte. Je crois qu'à l'époque, je cherchais l'idée, tu sais, parce que l'image que j'avais de se lancer à son compte, c'était de devenir, de monter une start-up. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis lancée. J'ai voulu monter une EdTech, Ah oui. donc une start-up dans l'éducation, parce que justement, je trouvais que même les écoles tuent le potentiel des jeunes. J'avais plein de stagiaires qui avaient une désillusion complète quand elles arrivaient dans notre univers par rapport à ce à quoi elles s'attendaient. Donc, euh, donc, bref, je savais qu'à un moment donné, je partirais. Je l'ai tenté une première fois. Là, je me suis laissée embriguer par les peurs des autres. Et puis la deuxième fois, en fait, c'était que c'était le bon moment. J'avais été remplacée en congé mat. La nana était là depuis 6 mois. Elle connaissait mon poste. Elle rêvait d'avoir mon poste. Moi, je rêvais de partir. Je savais que la rupture conventionnelle serait assez facile. Hmm. J'en ai profité à ce moment-là et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc C'est plus une la opportunité. petite fille a toujours su qu'elle allait, petite fille curieuse et qui se lassait un peu de tout, a toujours su qu'elle allait créer sa boîte. Et c'est ça? Ouais, alors petite, je sais pas parce que j'avais pas du tout de modèle entrepreneurial autour de moi, Ok. mais très rapidement. Enfin, très rapidement. En tout cas, dès la sortie du lycée, je savais que je resterais pas dans un parcours classique. Et t'as dit à deux reprises que ce soit l'entreprise ou l'école, le système, en tout cas tu nommais l'entreprise et l'école, tuer le potentiel. Moi, ça me parle beaucoup. Je partage. Mais je suis curieux d'en savoir plus. Toi, qu'est-ce que tu entends derrière cette notion de tuer le potentiel? Je trouve qu'on n'apprend pas aux personnes à se connaître. Je l'ai vu aussi bien que ce soit dans les cours, le nombre de personnes qui se réorientent. Enfin, je pense que notre génération en plus en est vraiment le témoin et peut-être celle qui le subit le plus. D'avoir subi, on nous a matraqué qu'il fallait faire des grandes écoles et des grandes études et des ci et des ça. Et tu te retrouves avec des milliers de personnes qui ne sont pas à leur place parce qu'en fait, c'est pas ce qu'elles voulaient faire, mais qu'il fallait qu'elles fassent ça. Hmm. Donc il y a ça, et même dans l'entreprise, en fait, pour avoir fait plusieurs boîtes et des grands groupes où il y a énormément de personnes, en fait, on n'écoute pas et on met pas les personnes là où elles sont bonnes. Et du coup, sur plein de niveaux, j'ai rencontré des personnes, et même moi, je l'ai vu dans ma dernière boîte, où on va te caler sur un truc parce qu'on a décidé que la fiche de poste devait être comme ça, alors qu'en fait, ta zone de génie, elle est complètement là. Et comme j'ai commencé dans le monde de l'entreprise avec un mec qui était capable de repérer ce genre de choses, et Ok. qui avait cette faculté, tu vois, à mettre les gens dans leur zone de génie et à leur laisser suffisamment de liberté pour qu'elles s'expriment, et qui rentrait pas toujours dans les cases. Tu vois, il a fait grimper des personnes où je pense qu'un autre manager ne les aurait jamais fait grimper. Mais sauf qu'il avait repéré quelque chose chez eux où il se disait, OK, ça va être la bonne personne pour aller fédérer. Même si elle n'a pas le cursus classique, on s'en fout. Là, on a besoin de fédérer et ça va être elle. Et comme j'ai commencé avec cette image-là, si tu veux, quand derrière, je suis arrivée dans des boîtes où c'était tout l'inverse, je me suis dit, mais c'est triste, en fait, parce que si vous mettiez cette personne-là, elle serait fabuleuse. Alors qu'en la laissant là, bah, du coup, elle est en train de s'éteindre et elle est nulle et vous la trouvez nulle. Et elle se trouve nulle et du coup, rien ne va, quoi. Et comme à l'école, on n'apprend pas tout ça, forcément, dès que tu commences à vouloir te réorienter, tu fais beaucoup de développement personnel, tu découvres plein de choses sur toi, sur les autres. Et en fait, souvent, c'est quand même assez vrai. Hmm. On peut critiquer plein de choses sur le développement perso, mais il y a quand même des choses qu'il y a vraiment à se connaître et à déceler tes zones de génie. Et si les gens s'écoutaient un peu plus et qu'on leur apprenait en fait à s'écouter plutôt que de suivre un cursus, je pense que le monde irait mieux. Hmm. Ouais, je suis d'accord et c'est marrant. J'ai une petite prise de conscience quand tu l'as dit, mais on se tourne vers le développement personnel au moment où on se réoriente et pas où on s'oriente. Et c'est un peu dommage parce qu'effectivement, les systèmes au départ nous mettent dans des cases pour aller remplir justement les fameuses cases. Mais c'est intéressant de se dire que c'est au moment où on veut se réorienter, si tant est qu'on ait la prise de conscience et le courage de dépasser les peurs des autres, parce que toi, tu as eu des peurs des autres, qu'on fait ça. C'est intéressant. C'était quoi ta plus grande souffrance que tu as vue ou vécue en entreprise? Alors, j'ai pas eu. C'est dur à dire parce que j'ai été dans un grand groupe de luxe très connu qui m'avait démarché, dans lequel j'avais toujours dit que je n'irais pas bosser d'ailleurs. Et quand ils sont venus me démarcher, je leur ai dit, je ne viendrai pas travailler chez vous, j'ai entendu trop de choses horribles. Et bref, ils ont usé de pas mal d'arguments en me disant non, mais cette partie-là du groupe, c'est différent, justement, tatati, tatata.
Euh, à ce moment-là, je sentais que le vent tournait dans ma boîte et que ce fameux mentor allait prendre d'autres postes et que la personne qui allait le remplacer n'allait pas être dans la même veine. Donc, en fait, je me suis dit, OK, bon, c'est le bon moment pour partir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai atterri dans ce groupe-là qui était, enfin, c'était le diable s'habille en Prada. C'est-à-dire que des personnes qui te hurlaient dessus, enfin, c'était Ah ouais. vraiment. Donc là, ça a été une souffrance, mais si tu veux, enfin, au bout de 2 mois, je me suis dit, OK, là, il faut que je me casse. Mm. Les gens sont fous dans cette boîte. Et moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Donc, c'est la première fois quand même que je suis rentrée du boulot. Je crois que ça m'est arrivé 2 fois en pleurant, chose qui m'était jamais arrivée. Et où je me suis dit, non, mais alors ça, par contre, c'est pas du tout normal. Mais en même temps, j'ai pas eu l'impression de l'avoir vécu comme une souffrance à proprement parler parce que enfin, très vite, je me suis dit, ça va pas du tout, c'est pas ce que je veux et donc je m'en vais. Je pense que le plus dur, ça a été vraiment mon dernier poste, qui pour le coup était dans une boîte très humaine, mais où on m'avait vendu un poste qui n'a pas du tout été la réalité et où je m'ennuyais, en fait, terriblement. Ok. Et je crois que ça, c'est pire pour moi que d'être avec des fous. Tu vois, de m'ennuyer vraiment. Et donc, je leur disais régulièrement, hein, en plus, parce que quand quelque chose ne me va pas, j'ai tendance à parler. Et donc, à chaque fois, ils essayaient de trouver des trucs, mais je pense qu'ils pensaient que la boîte allait évoluer beaucoup plus vite que ce qu'elle évoluait en réalité. Ça, petit message à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est ce qu'il se passe, peu importe en fait le degré de notoriété de la boîte. On croit toujours que ça va avancer plus vite que la réalité. Et du coup, ouais, je me suis vraiment ennuyée. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça dur. C'est vrai? L'ennui, c'est Ouais, compliqué pour toi? ouais, un peu. Et aujourd'hui, tu t'ennuies Quand dans ta quelque chose nouvelle ne vie? nourrit pas, tu vois, Ouais. vraiment, il y a ceux qui subissent le burn-out. Moi, je pense que j'ai toujours le bon cadre pour éviter d'aller me mettre dans du burn-out. Par contre, le bore-out, ça, je peux pas, Mm. ça me fait, j'ai l'impression que je m'éteins, quoi. Je Et comprends. que j'ai plus d'idées et que tu vois que ouais, vraiment j'ai l'impression de perdre, je te disais, j'ai l'impression de perdre des neurones tellement je travaille pas sur des choses qui me stimulent, quoi. Et j'étais dans un domaine très opérationnel alors que moi j'aime bien, tu vois, être sur de la stratégie, réfléchir. J'aime bien me creuser le cerveau, quoi. Mm. Et donc si je me le creuse pas au bout d'un moment, je m'ennuie un peu. Et alors, en quoi ta nouvelle vie d'entrepreneur te stimule? Bah, parce que tu as tout à construire. Alors autant, je pense que ça peut en angoisser certains. Moi, j'adore ça, tu vois, me dire, bah là, le marché est en train de bouger, c'est plus difficile, ce qui est le cas cette année. Le marché est plus compliqué au global, on en parle beaucoup avec d'autres entrepreneurs. Et donc, du coup, bah, tu vois, pour certaines personnes, ça pourrait être source d'angoisse. Moi, je suis Ouais, plutôt en mode, trop alors on bien. va assister, on va essayer de comprendre ce qui se passe et du coup, c'est quoi les nouvelles tendances et comment on peut essayer de venir se positionner différemment par rapport à ce qui se passe. Et puis, tu as tout à construire, tu as tout à créer, tu as 15 casquettes en même temps. Donc, c'est fatigant à certains moments. Ça, je pense qu'il faut faire vraiment attention à sa santé mentale quand on entreprend. Mais par contre, moi, ça me nourrit de dingue. Et puis, avec mon métier, je rencontre des nouvelles personnes tout le Mm. temps. On a la chance avec les réseaux, en fait, de pouvoir exprimer qui t'es, donc d'attirer des personnes qui te ressemblent. Et du coup, bah, tu bosses qu'avec des gens que tu adores. Et du coup, c'est assez chouette. Voilà. Ouais, c'est très juste. Et il y a plein de sujets que tu évoques là, quoi, que j'ai envie de creuser. Mais bah, raconte-nous, si tu veux bien, toi, ta transition. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le métier de coach ou dans l'accompagnement au sens large? Et tes débuts, tout simplement. Alors, ma transition, bah, au début, moi, je me suis lancée, j'ai voulu monter une start-up parce que je ne Mm. connaissais pas du tout le modèle solopreneur, et que j'en avais aucune idée et que pour moi, la seule manière de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était de monter une start-up. Donc, j'ai commencé là-dessus. J'ai bossé dessus pendant 10 mois à peu près. J'ai été incubée 2 fois. Euh, et en fait, en étudiant le marché dans tous les sens, j'ai rencontré des centaines d'acteurs. J'ai interviewé, je pense, mais des centaines et des centaines d'étudiants, de personnes Ah ouais, à la fois de RH, de profs, pour essayer de comprendre. J'ai rencontré des personnes qui avaient monté des écoles un peu de nouvelle génération comme Rocket School. Et en fait, quelle que soit la porte que j'essayais d'ouvrir et l'angle par lequel j'essayais de le prendre, je me rendais compte que ça allait pas fonctionner parce qu'il aurait fallu des financements pour que ça marche par rapport à ce que je voulais construire. Et j'ai très vite compris que de une, les investisseurs n'investissaient pas spécialement dans l'éducation parce que c'était pas assez rentable.
Et que de deux, les investisseurs n'investissaient pas spécialement dans les femmes non plus, Mm. notamment si elles étaient toutes seules à la tête de leur boîte. Et c'est là, je pense, où s'est fait le virage. C'est que j'ai été incubée dans un incubateur 100% féminin qui s'appelle Willa et qui est fabuleux, où je me suis retrouvée du coup qu'avec des femmes et où, dès, je crois, le deuxième jour, on nous a dit, si vous voulez lever des fonds, on va être honnête avec vous. Il vaut mieux avoir un associé masculin si vous voulez avoir une chance de lever. Ah ouais. Là, C'était tu te dis, quand? OK. Bah écoute, c'était il y a 3 ans Il y a maintenant. 3 ans, ouais. Ouais, donc c'est encore très prégnant, Euh, ce... Ok. donc tu es là, bon, très bien. Et effectivement, tu te rends compte quand tu creuses le sujet qu'il y a un vrai problème. En parallèle de ça, j'étais entourée du coup d'entrepreneuses qui étaient fabuleuses, qui avaient des projets de boîte qui étaient incroyables, mais qui n'osaient pas du tout les porter à la hauteur de ce qu'elles auraient pu les porter. Très rapidement, je me suis retrouvée à plus conseiller les personnes sur leurs projets qu'à bosser le bien. Hmm. Euh, et tout le monde me disait un peu, mais Delphine, pourquoi tu fais pas ça? Et en parallèle, on a eu un jour une intervenante qui nous a dit, ah, moi, je voulais, au début, je me suis lancée, je voulais lancer une boîte. Et puis, en fait, bah, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était accompagner les autres à Hmm. développer, à lancer et développer leur boîte. Et puis, je me dis, putain, un peu écho quand même cette histoire, mais t'es un peu en déni. Donc, je continue à bosser sur mon truc. Puis bon, à un moment donné, je me rends à l'évidence. Je me dis, bon, de toute façon, là, concrètement, le marché, il est pas trop là. Et en fait, tu kiffes 15 fois plus quand tu es en train d'accompagner les autres que quand tu bosses sur ton propre projet. Du coup, va peut-être falloir se poser des questions. Mais c'est dur après 10 mois de te dire, j'ai passé Hmm. 10 mois là à bosser sur un projet. J'avais mais une data folle des partenaires et tu te dis là, est-ce que j'abandonne tout? Et moi, je crois beaucoup au coût d'opportunité, le fait de ne pas continuer un projet parce que tu as investi du temps ou de l'argent dedans en te disant, man, j'ai déjà passé tant de temps, j'ai déjà investi tant d'argent, donc il faut que je continue. Parce qu'en fait, si c'est pas là où tu dois aller, bah, tu vas continuer de perdre du temps et de l'argent. Et de toute façon, à un moment donné, tu vas finir par te barrer parce que c'est pas là où tu es censé être. Donc, la rentrée d'après, j'ai pris la décision, j'ai tout arrêté. Et je me suis dit, je me lance en tant que coach. Ouais, c'est super dur. C'est l'escalade de l'engagement, quoi. C'est plus je m'engage vers quelque chose et moins j'ai envie d'abandonner. Mais toi, tu as réussi à le faire et c'est notamment grâce à un signal extérieur à toi, donc cette fameuse, outre le fait que tu aidais les gens, plus la personne qui est intervenue. Et du coup, tu as fait cette transition. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu t'es dit, bon, c'est bon, j'arrête ce bébé-là et je me lance dans l'accompagnement? Je me suis lancée sur LinkedIn. Je sais plus Ok. trop pourquoi d'ailleurs. Vraiment, je sais pas comment j'ai atterri sur LinkedIn plutôt qu'Instagram, tu vois. Mais j'ai découvert LinkedIn. Je me suis dit, je me lance sur LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait des milliers de coachs business. J'avais l'impression de voir la même chose de partout avec des carousels qui t'expliquaient les 5 conseils pour réussir. Et comme Pardon, non, je mais rigole. tu vois, le truc, c'est que moi, j'ai fait enfin, 8 ans de stratégie d'entreprise avant. Et du coup, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Enfin, Mm, mm. j'avais l'impression d'avoir une espèce de copier-coller. Puis une fois sur deux, je me disais, mais OK, ces conseils, ils s'appliquent à tel business model, mais pas à celui-là. Donc, en fait, c'est pas très pertinent. Et donc, je me suis dit, si je me lance comme ça, je vais être noyée dans la masse. Mm. Donc, j'ai décidé de lancer mon podcast Ok. en me disant, je me laisse un mois. Donc j'ai contacté des personnes que je voulais interviewer, des entrepreneuses qui avaient réussi. Mon idée, c'était vraiment de me dire, je vais interviewer des nanas qui ont réussi dans plein de domaines différents pour qu'elles m'expliquent comment elles ont construit leur business model. Parce que je trouvais que souvent tous les podcasts business que j'adorais, il y avait que des mecs. Et tous les podcasts où on interrogeait des entrepreneuses, c'était pour leur demander leur équilibre vie pro, vie perso, avec leur vie de maman, et patati, et leur parcours, comment elles en étaient arrivées là. Mais on leur posait jamais de questions sur concrètement comment tu as construit ton business model, comment tu as drivé ta boîte avec des actions concrètes. Et donc j'avais très envie d'entendre des femmes parler de ça et pas uniquement des hommes pour que d'autres femmes puissent écouter et puis pour qu'on puisse faire un peu bouger les choses et avoir des rôles modèles sur le sujet. Et du coup, bah, j'ai identifié des personnes, je leur ai demandé si on pouvait les interviewer. Je me suis laissé un mois, donc j'ai pris les rendez-vous. Je n'avais pas de Ouais. matériel, je savais pas comment on faisait un podcast. Et je me suis dit, dans un mois, de toute façon, tu as rendez-vous pour interviewer, donc il faut que tu...
J'aime bien cette façon de faire. C'est quelque chose ça fonctionne pas pour tout le monde. Moi, ça fonctionne bien chez moi. Et du coup, j'ai fait ça et je me suis dit, pendant 6 mois, je me focus que sur le podcast. Mon objectif, c'est de faire monter le podcast très, très haut, le plus haut possible, pour que les gens me connaissent d'abord via ce biais-là. Et puis, parce que je savais aussi qu'il y avait plein de femmes géniales que je voulais interviewer et que si j'arrivais avec une casquette de coach du business, Hmm. elles m'écouteraient pas. Alors que si j'arrivais avec une casquette un peu plus intervieweuse, podcast sur la place des femmes dans la société, etc., elles m'écouteraient un peu plus. Je les appelle le clan des intellos, mais j'en fais un peu partie aussi. Mais du coup, le clan des intellos, dès que tu leur parles de coach business, tu vois, moi j'ai mis 1 an avant de m'appeler coach Et ouais. business, avant je m'étais consultante par rapport à mon ancienne vie. Et après, je me suis rendu compte que ma cible, elle tapait jamais consultante business, elle tape coach. Mais le mot était tellement galvaudé que j'avais vachement peur de l'image. Enfin bref, je pense que ça parlera à pas mal de monde. Hmm. Et, euh, et du coup, je me suis focalisée sur le podcast. Et une fois que le podcast et que ma communauté avait grossi, donc j'ai grossi via LinkedIn, là, j'ai commencé à parler. Donc, je coachais en off. Et puis là, j'ai commencé à vraiment parler de mes accompagnements. Euh, et ça a pris tout de suite, mais parce que sans surprise, je pense que quand tu construis la communauté et que les gens te suivent, et puis quand tu le sais, tu fais un podcast, quand les gens t'écoutent parler, surtout quand tu viens parler de stratégie dans un podcast, bah, par rapport aux questions que tu poses, par rapport à tout un tas de trucs, je pense que les gens se disent, OK, c'est bon, je sais qui elle est, je comprends comment elle fonctionne, j'ai validé sa valeur, et Hmm. du coup, c'est bon, je peux aller me faire accompagner par elle. Ouais, c'est un super, c'est un canal d'acquisition et il y a beaucoup de biais d'autorité qui se créent quand on écoute quelqu'un. En plus du lien émotionnel, on a tout de suite envie. C'est étonnant comment le cerveau se focus sur la voix et les idées de la personne. Et après le podcast, on a envie de la contacter alors qu'on n'a rien à lui acheter. Parfois, quand on adhère à ce qu'elle dit, à son intonation et à ses mots. Donc toi, t'as misé vraiment sur l'audience avant de vendre un produit. Donc c'était vraiment dans une stratégie de je bâtis une audience et une communauté. C'était conscient au départ, c'était volontaire ou c'était juste je vais commencer par ça parce que j'ai envie d'interviewer des femmes pour leur donner la parole. Non, c'était conscient. C'était C'était conscient, d'accord. vraiment. Après, moi, c'est mon job, hein, tu sais, quand tu fais de la stratégie, tu étudies ton marché. Enfin, tu vois, je fonctionne toujours et c'est ce que j'apprends à faire aux personnes que j'accompagne. J'étudie le marché, j'étudie la cible. Là, je me suis rendu compte que le marché, il était immense et qu'en fait, soit j'arrivais avec ma casquette de coach business et je commençais à diffuser les mêmes conseils que tout le monde et je disparaissais dans la masse, soit je prenais un autre biais Hmm. et j'arrivais par le média qui en plus me faisait kiffer. Et du coup, je me positionnais différemment. Ah, c'est intéressant. Quand tu dis j'étudie le marché, j'étudie la cible, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde tout ce qui se fait. Je regarde toutes les personnes qui sont sur ce marché-là, je regarde comment elles fonctionnent, je regarde leurs offres, je regarde comment elles communiquent. Hmm. Après, la cible, pour le coup, c'est vraiment d'aller chercher des personnes qui pourraient être tes clients et leur poser des questions. Alors, soit tu le fais en interview directe. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué de faire des interviews directes parce que les gens ont de moins en moins de temps. Soit tu le fais par des questionnaires. Je trouve qu'aujourd'hui, Instagram est assez magique là-dessus parce que tu peux prendre contact facilement avec des gens. Euh, et puis, moi, quand j'étais dans le luxe, j'étais dans l'univers du retail, donc c'est tout ce qui est boutique physique. Et en fait, la première chose que tu apprends quand tu es dans le retail, c'est le terrain. Tu apprends que tu vas pas développer ton business en étant dans ta tour de verre à la Défense. Et c'est Ça me vrai. parle tellement. Moi, je passais ma vie dans les boutiques, en fait, à aller rencontrer mes équipes, à parler avec les clients qui sont dans. Et c'est là, vraiment, entre ce que toi, tu as prévu avec l'équipe marketing, où tu t'es dit, ah, on va faire ça, et puis quand tu arrives en boutique et que tu écoutes ce qui se passe, et que tu écoutes les besoins des clients, et que tu écoutes tes équipes qui sont au contact des clients, qui te disent, mais non, mais ça marche pas du tout. Alors que derrière, tu as le directeur marketing qui dit, mais si, ça va être génial. Non, mais ça ne marche pas, je te dis, ils s'en foutent. Du coup, moi, c'est mon sujet numéro un. La cible, en fait, c'est juste de parler avec ses clients et d'avoir envie de faire plaisir à tes clients. On en fait tout un truc et je trouve que c'est un peu ce qui est dur aujourd'hui. J'essaie vachement Hmm, de hmm. dédramatiser cette partie-là parce qu'on parle de cible, de persona, on complexifie le truc, un truc de Complètement. dingue. Alors qu'en fait, c'est juste parler
aux gens qui ont envie de bosser avec toi, c'est tout. Mm, mm. Essayer de comprendre bah, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils aimeraient que tu les accompagnes, quels sont les sujets qui leur plaisent, est-ce qu'ils te cherchent plutôt sur LinkedIn ou plutôt sur Insta? Enfin, ça sert Mm. à rien d'aller dépenser je sais pas combien pour te faire, enfin, tu vois, pour aller te faire un compte LinkedIn et à passer un temps fou à faire des posts et à engager si finalement ta cible, elle te cherche à 90% sur Instagram, quoi. Il y a, j'ai plein de choses qui me viennent en t'écoutant. Je, Vas-y, vas-y, j'ai un café à boire, comme ça je bois un je coup. prends le café. Il y a plein de choses parce qu'en fait, je me retrouve dans beaucoup de choses et il y a des choses où je me dis mince, je fais pas comme elle, mais c'est super pertinent. Je t'expliquais pourquoi. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui nous écoutent, on est à peu près sur le même positionnement. On aide les personnes à se Enfin, d'ailleurs, je vais te poser la question après. Tu aides qui à faire quoi pour que ce soit bien clair pour ceux qui nous écoutent? Parce que je l'ai pas encore fait, même si on l'a deviné. Mais on a plus ou moins la même intention et la même démarche dans l'accompagnement. Mais d'abord, première chose, se confronter à la réalité et ton expérience passée dans une boîte où tu devais le faire tous les jours, je pense que ça t'a beaucoup aidé aujourd'hui. Et beaucoup de gens aujourd'hui l'oublient parce que bah, il y a un peu le mythe du solopreneur qui fonctionne derrière son écran avec 3 posts par jour sur les réseaux sociaux. Évidemment que ça fait rêver, évidemment que le mythe est là, évidemment que tout le monde, tous ceux qui y sont arrivés, d'abord ils sont arrivés pas, on connaît pas leur chemin, on sait pas s'ils sont arrivés, et surtout ils ont commencé à une période où c'était pas la même. Ça te donne envie et on veut faire comme eux. Sauf que c'est pas la réalité. La réalité, je suis d'accord avec toi, enfin, pour moi, la confrontation à la réalité, c'est la base. Tous les jours, aller parler à des gens, c'est la clé. Et en même temps, il y a un truc que j'aime beaucoup chez toi que moi, je fais pas, mais certainement, peut-être que je le fais, mais pas autant que toi, où je l'ai pas conscientisé, c'est le côté réflexion en amont. Je trouve que tu as beaucoup de réflexion en amont dans tes actions que tu vas mener, et en même temps, tu passes pas des plombes, mais tu réfléchis. Bah, c'est le côté stratégique. Et tu vois, quand tu dis, bah, peut-être qu'en fait, c'est pas la peine de te faire chier avec LinkedIn, peut-être ta cible elle est sur Instagram, c'est tout bête, mais en fait, c'est peut-être le petit truc qui va changer la trajectoire d'un business, quoi. Du coup, ma question, c'est, parce que j'ai plein de questions, évidemment, euh, comment tu, quand tu accompagnes quelqu'un, comment tu fais au départ pour te dire, bah tiens, on va se poser sur toi, ta stratégie, on va voir quelle est la bonne voie à prendre. Comment tu fais? Par deux choses. À la fois, j'audite, et du coup, je vais répondre à ta question aussi sous-jacente qui est qui j'accompagne. Ouais, Euh, j'accompagne pas de débutants, j'accompagne plutôt des personnes intermédiaires à avancées. J'ai accompagné des débutants au départ et je me suis assez vite positionnée sur la partie intermédiaire à avancée, à la fois toujours pour ce besoin d'être nourri avec des challenges sur des business qui sont plus complexes et que moi j'adore. Et à la fois parce qu'en fait, sur le marché français, il y a énormément de monde qui accompagne les débutants. Le truc, c'est que le marché a explosé sur l'entrepreneuriat, qu'il y a de plus en plus de monde qui réussit, et c'est une super belle nouvelle. Mais du coup, bah, quand les gens passent un cap, il n'y a plus personne. Tu vois, il y a vraiment ce truc de se dire, bah, maintenant, ok, mais je me fais accompagner par qui? Et tu as besoin d'accompagnement tout le long, et notamment quand tu commences à passer des paliers. C'est presque là où tu en as le plus besoin. Au début, tu as vachement besoin, je dis tout le temps, d'acquérir des compétences. Quand tu mm, démarres, tu as besoin d'acquérir des compétences, de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, de structurer ta boîte, etc. Et puis après, bah, en fait, ça y est, ça tu sais faire, sauf que bah, il faut que tu ailles chercher plus de chiffre d'affaires. Et du coup, là, il commence à y avoir d'autres choses qui se jouent, notamment au niveau du mindset et plein de choses assez sympas à aller travailler. Et après, bon, tu as la partie très avancée et c'est pareil, tu as très très peu de monde sur ce sujet-là. Euh, donc moi, je suis plutôt sur cette phase-là. Et donc du coup, dans un premier temps, je viens vraiment auditer d'accord. la boîte, comprendre comment ça se passe, quel est le business model, quelles sont les offres, regarder la rentabilité des offres, regarder où est-ce qu'ils communiquent, si c'est la bonne communication par rapport à leurs offres, si l'offre est bien enfin, structurée en elle-même. Toute cette partie-là d'audit, c'est ma première base pour me rendre compte de ce qui cloche finalement. Même si je parle toujours, c'est mon passé managérial d'axe d'optimisation, mais comme je dis tout le temps, si tu viens me voir et qu'il y a rien à optimiser, mais que ton business va pas bien, Mm, là, on a un vrai problème. Par contre, si ton business, enfin, soit ne va pas bien, soit sur ma cible, c'est pas tellement ne va pas bien, c'est souvent j'ai envie d'aller plus haut. Et qu'est-ce que je fais pour aller plus haut? Et là, c'est de se dire bah, quels sont les axes qu'on va pouvoir aller exploiter. Et je viens toujours par rapport à ça travailler la vision de la personne, la vision qui allait, ses valeurs.
vraiment son portrait. Parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en stratégie d'entreprise classique. Enfin, toutes les boîtes, que ce soit les startups ou les grands groupes, on travaille la vision. D'ailleurs, quand on parle de vision, on connaît toujours les visions des très grandes marques type Apple, tu vois. Hmm. Euh, mais en soloprenariat, j'ai réalisé qu'il y avait très peu de monde qui le faisait. Et du coup, ben, souvent, les personnes portent le projet un peu, ce que j'appelle opérationnellement parlant, c'est-à-dire j'aide les gens justement à développer leur business. Mais du coup, c'est dur de te différencier et c'est dur de savoir ce qui t'anime vraiment si tu restes juste là-dessus. Donc derrière, c'est vraiment d'aller creuser, en fait, qui est-ce que tu as envie de devenir finalement? Hmm. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Et qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Tu n'es pas obligé de vouloir sauver le monde pour avoir une vision. Parce que c'est encore là, on complexifie trop le truc avec le why et compagnie, même si le why et la vision sont encore deux choses différentes, mais on vient t'en mettre des caisses et du coup les gens se perdent, ils ont l'impression que, tu vois, s'ils veulent pas instaurer la paix dans le monde, en fait, ils n'ont pas le droit d'avoir une vision, alors que ça n'a rien à voir. Et donc du coup, c'est vraiment audit d'un côté, vision de l'autre. Et puis là, à partir de là, je comprends où la personne a envie d'aller, je comprends où est-ce qu'on peut optimiser et on construit la strate et on y va. Ouais, c'est marrant cette histoire de vision, de why. Ça m'a longtemps perturbé aussi. Dans la théorie, c'est juste, dans le concept, on comprend. Et d'ailleurs, il explique très bien, hein, Simon Sinek, le why là. Mais à un moment donné, il y a la réalité qui te dit, ouais, enfin, on va parler à tes clients et on verra plus tard, même si c'est important. Et effectivement, il y a une distinction entre why et vision. J'ai plein de questions, mais c'est pas grave, je vais devoir trancher. Parce qu'effectivement, on n'est pas sur. Moi, j'accompagne plutôt les débutants et toi, tu es plutôt sur du business intermédiaire. On va dire ça comme ça. Euh, et c'est quoi ta vision, toi? Ma vision, moi, c'est d'inspirer une nouvelle génération de femmes à devenir des références sur leur marché. C'est vraiment l'idée de se dire que jusqu'à présent, on avait une vision très masculine du business et on continue à dire en 2024 qu'une femme ne sait pas gérer un business. Moi, je pense qu'elles le savent autant qu'un homme, c'est juste qu'elles vont pas le faire de la même manière. Qui Et dit c'est ça? vraiment de créer des rôles modèles. Bah, qui dit ça, je crois que, enfin, c'est pas je crois, c'est que aujourd'hui, dans les médias business, t'as que Ouais. 3% de femmes qui sont représentées. Ah ouais, putain, c'est ouf, hein. Toujours. Et du coup, il y a toujours, enfin, c'est toujours la même problématique. Alors, en tant que solopreneur, on le ressent un peu moins, mais Hmm. si tu es fondatrice d'une startup, bah, c'est ce que je te disais. Les femmes lèvent 4 fois moins que les hommes, et c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait, juste parce qu'elles sont des femmes. Et parce que il y a un moment donné, alors si en plus tu es toute seule, laisse tomber. C'est le truc où on va se dire, ah oui, mais si elle veut un enfant à un moment donné, qui va gérer la boîte? Ouais. J'ai une pote qui a signé le prêt à sa banque. On était en train de réfléchir le matin parce qu'elle était enceinte, comment elle allait positionner son écharpe parce que elle avait peur que le banquier, en voyant son ventre apparaître, finisse par annuler le Ah ouais, prêt. carrément. Et c'est une question qu'un mec n'aura jamais, mais ça aurait pu arriver. Alors elle l'a très bien caché Hmm. et c'est passé, mais c'est une réalité aujourd'hui qui est pas normale. Et Ouais. donc, vraiment, c'est de dire, bah, on peut le faire. Et puis surtout, on peut le faire différemment aussi parce que dans le soloprenariat, on a cette vision, je trouve, très masculine. Il faut que tu te concentres sur une seule offre pendant 10 ans avant de pouvoir repasser à autre chose. Le truc, c'est qu'on en parlait en off avant le début de ce podcast. Est-ce que c'est lié à notre éducation ou pas? Mais il y a un fait qui est que souvent, en tant que femme, on s'intéresse à plein de sujets différents, on a besoin d'avoir un côté plus créatif. Alors, est-ce que c'est parce qu'on nous a orientés là-dessus dans notre éducation petite, voilà, en se disant les petites filles, elles ont le droit d'être créatives et toucher à plein de trucs, et les petits garçons, ils sont plutôt en train de de courir dans tous les sens, tu vois, si je grossis le trait, j'en sais rien, mais le fait est là, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes, de femmes qui ont besoin d'être dans la créativité et de créer différentes choses, et on vient leur mettre des injonctions business en disant il faut que ce soit comme ça, il faut que tu crées un système de vente qui est compliqué, il faut que ceci, il faut que ça, alors que souvent c'est des choses qui vont pas du tout résonner et elles vont s'engager dans un truc qui leur plaît pas et où elles sont pas bonnes. Alors que si tu commences à leur permettre de construire un écosystème offre, alors on est bien d'accord qu'il en faut une quand même qui drive et qu'il faut pas partir dans tous les sens à la construction de ta boîte, sinon tu iras nulle part. Mais il y a une différence entre pondre 15 offres, et j'en ai beaucoup qui me font ça, et en avoir deux, trois qui résonnent les unes avec les autres et qui, toi, t'animent et te permettent de pas toujours être sur le même sujet, par exemple.
Ouais, alors d'abord sur ta vision, c'est très cohérent avec l'histoire que tu nous racontes depuis le début. Et on sent qu'il y a un côté féminin que tu veux pousser, et c'est très visible et c'est trop cohérent. Je trouve que enfin, c'est aligné. Et ce qui m'intéresse, c'est toi, donc toi, du coup, tu accompagnes principalement des femmes, on l'a compris, enfin que des femmes d'ailleurs. Euh, c'est quoi que tu vois le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes, dans le côté, parce que tu es dans le côté, je t'aide à aller un peu plus, à faire de la croissance, à scaler ou aller plus loin par rapport à ton business. Pas parce que ça va pas, mais parce qu'il y a une forme de plafond fond de verre qui est atteint pour X, soit mindset, soit opérationnel, on va dire ça comme ça. T'as tout compris. C'est quoi parce que tu l'as bien expliqué, c'est quoi généralement, chez tes clientes, qu'est-ce qui bloque vraiment? Tu vois, c'est quoi le truc qui ressort souvent? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'offres? Est-ce que c'est vraiment un truc de mindset? Ou est-ce que c'est une mauvaise visibilité sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vois, c'est quoi qui bloque réellement? Enfin, réellement, il y a plusieurs solutions, mais celle qui revient en général. Je dirais que ça dépend dans tous les cas. Celle qui revient le plus, c'est une question de posture. Je Posture, parle ok. souvent d'avoir une posture de CEO. Et je fais exprès d'utiliser ce terme qui est encore très masculin, et qui fait peur souvent. Et puis en plus, en tant que solopreneuse, il y a toujours ce truc où les gens vont te dire ton projet, comment ça se passe ton projet, et où on ne prend pas position. Et il y a vraiment un côté où tu as l'impression de t'as construit une boîte, si tu as construit un produit et que tu vois, et que tu as développé et que tu as envoyé des produits partout et que tu as construit une startup. Et puis si tu es solopreneuse et que tu bosses de ton salon, tu n'as pas construit une boîte. Et ça, j'ai vraiment envie que les personnes changent de mindset là-dessus parce que souvent, cette question de posture, elle se répercute dans tout. Elle se répercute dans les offres, qui sont du coup pas forcément hyper bien structurées. Elle se répercute dans justement le mindset et le fait d'oser grimper plus haut. Parce que tu as plein de personnes moi j'en ai beaucoup qui me disent, je veux devenir une référence. Et en fait, il faut le vouloir de devenir Mhm. une référence. Tu vois, c'est pas juste, des fois, tu as très envie de passer un palier. Et en fait, au moment où tu dois le passer, tu peux avoir très, très peur Mhm. d'y aller. Et du coup, cette posture, elle se ressent là-dedans, mais elle se ressent aussi dans le fait de suivre tes chiffres. Moi, j'ai plein de personnes qui me disent, ah non, bah, j'objective pas mon CA et je sais pas exactement. Je dis, tu peux pas driver une boîte comme ça, en fait. T'es pas en train de jouer là. Ta boîte, c'est ce que tu veux faire et c'est ce que tu veux faire pendant à minima les 10 prochaines années. Donc, en fait, il y a un moment donné, tu dois prendre cette posture de chef d'entreprise et te dire, OK, c'est quoi mes objectifs de CA? Où est-ce que j'ai envie d'aller? De suivre ton chiffre d'affaires. Du coup, de mettre en place des actions quand tu sens que ça ne suit pas. De construire tes offres en fonction, de savoir quelle est ta vision et du coup de prioriser tes choix aussi. J'ai beaucoup de personnes qui me disent en sortant de nos accompagnements, grâce à toi, j'ai développé une approche stratégique. Et du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à prendre mes décisions. Si on me demande un partenariat, je viens toujours le relier à est-ce que c'est ma vision, est-ce que c'est mes objectifs des prochains mois, est-ce que ça vient soutenir cette vision-là ou est-ce que ça ne rentre pas dedans et même si ça a l'air très sympa, bah du coup c'est non. Et du coup, dans leur communication, dans la structuration de leurs offres, de toujours se dire, OK, où est-ce que j'ai envie d'aller et comment ça appuie cet objectif-là. Donc, je crois que la posture, c'est le sujet clé. Et après, ça vient avec la structure. Mais plus tu avances, je le vois quand tu commences à dépasser des 150 000 de chiffre d'affaires, là, on commence à aller vraiment sur du mindset. C'est Mais sur tu les vois, entrepreneurs avancés que j'ai, on va de plus en plus, je dirais qu'on commence à être sur ah ouais, 70% de mindset, 30% de stratégie, parce qu'en fait, à ce moment-là, tu sais déjà faire, en fait. Tu vois, les compétences, tu les as. Si ouais. tu as réussi à atteindre 150 000, 200 000 de CA, tu sais faire. Par contre, te dire, je peux aller encore plus loin, là, ça commence, et je peux faire encore plus d'argent. Là, tu vois, ça vient travailler d'autres sujets. Je vais te challenger parce que j'aime beaucoup. Euh, d'abord j'aime beaucoup le côté vision, mais dans le sens, moi c'est marrant parce que je travaille aussi beaucoup ça avec les coachs que j'accompagne qui sont au début et ils ont Super. et je vois qu'ils ont enfin dans ce que tu dis, je retrouve la même chose chez mes coachés. Pour difficulté à connaître l'identité que j'ai envie de nourrir et celle que j'ai envie d'abandonner, et puis impossibilité alors encore plus pour eux de se projeter sur un chiffre d'affaires, tu vois, de structurer un peu les choses. Et du coup, il y a quand même un truc, moi, je trouve, le mindset, la posture, le mindset, on l'appelle comme on veut, ça, le côté psychologique, les blocages, les freins, les limites qui nous empêchent de voir plus loin, tout ça. En fait, j'ai quand même l'impression qu'on le voit partout.
que ce soit au début, au milieu ou plus haut. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce que tu dis, et moi, c'est ce que je constate au quotidien. Là où je m'attendais, peut-être plus à ce que tu me dises, c'est souvent un problème d'offre, de structuration, stratégie d'acquisition, enfin, tu sais, le truc classique. En fait, non. Donc déjà, la première chose, c'est ce qui me fait dire que je vais peut-être aller sur ton marché. Non, je rigole. Parce que, non, mais en fait, moi, je m'empêche d'aller sur ce type de marché. Un, parce que j'adore les débutants. Et deux, parce que j'ai l'impression que plus tu montes, plus c'est des questions de système. Et moi, c'est pas le truc qui me fait kiffer. Et toi, tu dis le contraire. Donc, c'est hyper intéressant. Et j'ai envie de comprendre, c'est là où je vais te challenger dans le bon sens du terme. Imaginons que je sois un coach, une coach, ou un professionnel d'accompagnement, peu importe. J'arrive vers toi et je te dis, bah voilà, moi je fais 150, bah voilà, 150 000 annuels de chiffre d'affaires à l'année. J'ai une offre principale, high ticket à 3 000 euros. J'en sais rien, c'est un accompagnement collectif, stratégie d'acquisition sur LinkedIn avec Lead Magnet. Bon, voilà, tout le truc que tu connais très bien comme moi. J'ai aussi je sais pas, un produit digital à 47 euros. Je rigole, mais je t'expliquerai pourquoi en off. 47 euros, 47 euros le produit digital. Voilà, ça permet de faire aussi bref, de l'argent facile et puis un produit d'appel. Mais j'arrive pas à aller plus haut. Du coup, en quoi le mindset permettra d'aller plus haut si déjà les structures sont, enfin, tu vois, le système d'acquisition, il est plutôt bien en place et permet d'aller jusqu'à 150. Et c'est une vraie question par curiosité, par ignorance. C'est pas du tout que je veux te piéger, hein, tu l'as compris. Je pense que ça dépend déjà qu'est-ce que ça veut dire plus haut. Et Mhm. puis, alors, déjà, bon, le petit produit, est-ce que vraiment, moi, je viens toujours analyser les offres et je dis toujours qu'une offre, si elle te rapporte pas à minima 10 000 euros à l'année, elle ne doit plus exister dans ton portefeuille. Intéressant. 10 000 Tu euros perds l'année, du ok. temps, Donc 800 balles par mois, quoi. Ok. tu perds du temps pour rien et tu t'épuises sur un sujet. Enfin, et puis, alors, quand tu arrives sur des chiffres d'affaires à plus de 100 000 euros, tu peux même, tu vois, commencer à grimper si ton offre, elle te ramène moins de 20 000 euros. Enfin, c'est proportionnel, mais c'est vraiment de se dire où est-ce que je mets mon énergie. Et après, souvent, là où le mindset vient jouer, c'est que c'est toujours cette histoire de posture de chef d'entreprise. Parce que quand tu commences à avoir ce système-là, si typiquement tu as un accompagnement de groupe, tu as un petit produit, ce qui fait que tu vas pouvoir aller chercher plus de chiffre d'affaires. Donc, soit tu développes une nouvelle offre, parce qu'on étudie ton Ok. système, dis, OK, il y a quelque chose à aller creuser à ce niveau-là. Soit souvent, c'est qu'il faut que tu commences effectivement à mettre en place des systèmes pour aller chercher plus de chiffre d'affaires. Soit Mhm. d'avoir une équipe qui va venir t'épauler parce que tu ne vas pas. C'est pour ça que tu me disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'il faut mettre en place des systèmes. Toi, tu me dis que c'est le mindset. En fait, pour moi, si tu as envie d'aller plus loin, tu as besoin de travailler ton mindset et tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va t'accompagner là-dessus pour que tu sois en capacité de déléguer et de ne plus garder ce bébé-là pour toi tout seul. Et c'est très dur pour les solopreneurs parce que tu te construis seul, tu fais tout seul. Et donc, il y a un moment donné, en fait, tu te rends bien compte que là, tu as atteint tes limites et qu'il va falloir que tu fasses pas tout seul et que tu manages et c'est une autre posture. C'est plus le même métier. Et ce cap-là, vraiment, moi, je le vois sur mes clientes, c'est très, très dur à passer. Le Mhm. côté où je donne mon bébé à quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, il y a c'est une notion de confiance, une notion de lâcher du lest. Est-ce que la personne va faire aussi bien que moi? Elle ne fera jamais aussi bien que toi. Et il va falloir que tu apprennes par rapport à ça. Pour autant, ça ne veut pas dire baisser ton niveau d'exigence. Ça, je pense que c'est hyper important de trouver l'équilibre entre, je ne tombe pas dans du micromanagement, mais pour autant, je baisse pas mon niveau d'exigence et du coup, ça veut dire avoir un cadre et avoir des process qui soient très clairs dès le départ. Et souvent, quand tu es solopreneur et que tu t'es construit jusqu'à 150 000, c'est que tu es assez visionnaire, c'est que tu arrives à mettre en place plein de choses, tu rebondis assez vite, tu aimes aller sur plein de sujets. Et d'un coup, on vient te mettre le truc chiant de faut que tu mettes en place des process pour que ça fonctionne mieux. Et même si tu t'aides de quelqu'un qui va t'aider à mettre en place ces process-là, il faut quand même qu'à un moment donné, tu viennes analyser comment tu travailles. Quelles sont tes tâches, celles sur lesquelles tu passes du temps, celles sur lesquelles tu passes moins de temps. Et donc, toute cette partie-là, souvent, elle est un peu chiante et les gens n'aiment pas trop la faire. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième, c'est vraiment, il y a toujours ces flexes de dire non, mais c'est bon, ça me prend 5 10 minutes, je peux le faire tout seul. Ben non, en fait. Parce que là, tu es en train de faire un truc sur lequel tu n'as aucune valeur ajoutée et tu pourrais te concentrer sur autre chose. Et donc, souvent, le mindset, il vient là. C'est cette idée de se dire, je ne vais plus être tout seul à la fois en m'entourant de prestataires, en m'entourant d'une équipe, en allant chercher quelqu'un, par exemple, qui va traiter des ads pour moi, pour que j'aille chercher plus de volume. Parce que de toute façon, à un moment donné,
Quand tu arrives au-dessus de 150, si tu veux aller plus loin, c'est du Volume. volume Ah, que tu vas d'accord. aller chercher. Ouais, Et le volume, tu vas pas le chercher tout seul. On grandit pas tout seul. ouais. Et ça, quand on s'est construit seul, d'accepter qu'on grandit pas tout seul et qu'il va falloir que tu passes sur un autre poste. Et c'est là où c'est important de se poser sur sa vision et ce que tu as envie de construire, parce que tu as des personnes, moi j'en ai toujours, je demande toujours où est-ce que tu vas aller. J'ai des personnes qui me disent, ah, je veux faire le million. Ok, très bien. Et après, je demande, comment tu t'imagines, ton cadre de vie, les équipes que tu as autour. Ah, je veux pas plus de trois quatre personnes autour de moi et je veux pas que ce soit des salariés. Bah, je suis désolée de te le dire, mais tu feras pas le million du coup. Parce que, enfin, si tu veux trois, quatre personnes autour de toi, tu ne feras pas le million. Hmm. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et finalement, ce chiffre du million, pourquoi tu veux l'atteindre? Parce que c'est cool, parce que les gens... Non, mais tu vois, parce C'est que la vrai. société te dit qu'il faut que tu arrives au million. Mais est-ce que vraiment, est-ce que c'est le business que toi, tu as envie de mener? Parce que si tu fais le million, en fait, tu vas avoir une équipe à minima de 15 personnes que tu vas devoir manager. Tu vas sortir complètement du produit. Donc, c'est plus toi qui vas faire. Et toi, ton rôle, ça va être d'être au-dessus et de venir faire le Hmm. pilotage, c'est la tour de contrôle, quoi. Et est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que ça t'anime d'être la tour de contrôle? Il y a des gens que ça anime de ouf parce que ça les fait grandir, parce qu'ils évoluent en même temps que leur boîte et que ils ont un attrait managérial qui fait que de toute façon, ça se passe bien. Il y en a d'autres qui détestent ça et en fait, ce qui les anime, c'est leur job à eux. Et dans ces cas-là, bah, tu vas pas faire le million et tu t'arrêtes à un chiffre d'affaires qui est OK pour toi, où tu peux continuer de faire ce que tu aimes avec quelques prestataires autour de toi qui t'épaulent. Alors, je confirme, moi j'ai 3-4 prestataires autour de moi et je fais pas le million. Donc, effectivement, c'est pas les 3-4 personnes, dont Marine, que tu connais très bien, parce elle est dans ton accompagnement par ailleurs. Ouais, bon, c'est hyper intéressant. Du coup, il y a quand même ce côté. Moi, ce que j'aime bien, et c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi, c'est ce côté, à un moment donné, il faut diversifier et déléguer, quoi, aussi. Ça passera par un ou l'autre des leviers, voire les deux en même temps. Mais si on veut aller plus loin et plus haut, bah, il va falloir s'entourer de personnes, d'où l'importance de bien s'entourer pour pouvoir durer. C'est hyper important. Toi, tu t'entoures de personnes? Je m'entoure de personnes, ouais. J'ai commencé très tôt à déléguer. Je crois que mon podcast, j'ai dû le monter peut-être pendant les 5 premiers mois pour comprendre comment ça marchait. Après, j'ai délégué. Ok. Ensuite, j'ai pris une assistante virtuelle. Je crois que ça faisait 3 mois que je facturais en me disant, elle vient m'épauler sur des petites tâches. Ouais. Et puis, dernièrement, j'avais pris une OBM, pour le Hmm. coup, que j'avais tous les mois, qui m'épaulait sur tout un tas de sujets. Ça t'aide, le BM? Ça m'aide. Après, là, mon feedback en fin d'année, c'est qu'en fait, je pense que là où je vais aller sur 2025, c'est d'avoir des personnes expertes Ouais, sur plusieurs sujets. c'est ce que j'allais te dire. Ouais. L'OBM, c'est super un temps, mais le problème, c'est que quand tu as quelqu'un qui gère plein de trucs, en fait, et que tu as, et je l'avoue, un degré d'exigence assez élevé, en fait, tu as besoin à certains moments d'avoir des experts sur certains sujets qui, du coup, vont venir te faire des recos un peu stratégiques et vont être un peu dans un, tu vois, dans un deuxième cerveau. Et les OBM, en fait, en plus, aujourd'hui, c'est un peu un truc fourre-tout. Tu as des OBM qui sont hyper bonnes en automatisation, tu as des OBM qui sont effectivement plus un bras droit strat, tu en as qui sont très bonnes sur de la partie financière et qui peuvent te suivre tes KPIs. Et du coup, tu sais jamais trop sur quoi va être la personne. Et mon apprentissage de 2024, c'est vraiment de me dire, en fait, là, si je veux continuer à scaler, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des personnes expertes sur certains sujets qui, du coup, vont venir me faire des propositions. Comme quoi Typiquement, les tu vois, sujets? sur la création de contenu, d'avoir une community manager qui va être capable, parce que c'est son métier, c'est son expertise, de venir analyser mon contenu et d'avoir des recours hyper pertinentes qui vont me faire gagner du temps. Chose que mon OBM ne pourra pas forcément faire, tu vois. Elle pourra me faire de Hmm. la partie opérationnelle de poste, mais elle ne pourra pas se placer en deuxième cerveau par rapport au fait de construire un calendrier édito et de me dire, OK, Delphine, là, pour les prochains sujets et par rapport à tes lancements et par rapport à ci, je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on aborde comme thème. Tu rédiges, mais du coup, voilà moi ce que je te propose et voilà comment on le structure. Et ça, tu vois, je pense que si tu commences à avoir différentes personnes sur des petits sujets comme ça, tu vas beaucoup plus vite que finalement en ayant quelqu'un qui a un peu touche à tout. Tu touches à quelque chose d'important que moi aussi je traverse. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver. J'ai
beaucoup de facilité à trouver des personnes avec qui j'ai envie de travailler, mais c'est plus dans l'exécution. Tu vois, les personnes qui bossent avec moi, ils sont dans l'exécution. C'est des experts qui interviennent dans le bootcamp pour me sortir moi du bootcamp et avoir plus de temps, même si je suis très présent parce que j'adore ça et ce que tu as dit avant, ça fait beaucoup écho, le côté je suis pas prêt en fait d'avoir 1 million parce que j'ai envie d'être encore proche de mes équipes et en même temps je sais qu'un jour je serai chef d'entreprise et que je vais diriger une équipe, donc tout Mais ce que t'as tu le as dit temps. fait, mais j'ai le temps bien sûr, ouais, non c'est Je dis là-dessus toujours, on a mais tu sais toujours pas le temps pour j'ai faire un ce qu'on driver dépêche-toi moi, tu sais je suis un dépêche-toi, j'aime quand ça va vite, si ça va pas vite j'ai un problème. Mais non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai beaucoup de facilité à déléguer des choses aux personnes qui interviennent pour mes offres parce que je fais beaucoup confiance à la qualité de la relation avant la compétence et la relation, on se trompe rarement, enfin, on sait quand ça marche ou pas. Bon, c'est ma vision des choses. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à trouver un expert ou des experts ou un accompagnement qui me permettra vraiment de me challenger d'un point de vue profond, d'un point de vue intelligent, d'un point de vue expertal, comme tu l'as dit, vraiment de me bousculer et de m'amener des choses que je ne vois pas. C'est super dur. Comment tu fais, toi? Alors ça, je pense que si tu cherches vraiment quelqu'un qui te bouscule, à mon avis, de toute façon, tu passes forcément par un coach à un moment donné qui est plus avancé que toi et qui va venir te Ouais, challenger c'est sur ça. les sujets sur lesquels tu n'oses pas trop aller. Je pense qu'au quotidien, je suis pas sûre que c'est possible d'avoir un prestataire qui vienne te challenger. Mm. Ne serait-ce que enfin, pour moi, c'est pas le même métier. Ouais. Tu vois, un prestataire, c'est vraiment, tu vas lui déléguer une partie de ta boîte et il va te faire des recos pertinentes, mais c'est comme tu prendrais, j'en sais rien, un consultant. Pour moi, c'est un peu la même notion. Je vais prendre une community manager, c'est comme une boîte prendrait une consultante en communication pour venir analyser et faire des recos par rapport à ça. Après, quand vraiment toi, tu as besoin d'être challengé à plus haut niveau, là pour moi, mais c'est nos métiers, c'est du coaching. C'est pas quelqu'un qui va venir auditer et faire, Mm. tu vois, une reco. C'est quelqu'un qui va venir chercher là où t'as pas trop envie qu'il vienne chercher, mais où tu sais qu'il faut qu'il aille chercher. C'est, Et donc c'est, c'est ça clair. passe. Moi, tous les ans, je me fais accompagner par des coachs Ah ouais? pour aller, Sur pour un aller. accompagnement, genre du 3 séances, un long, comment? Non, plutôt long en général. Plutôt long, ouais, ok. Bah si t'as des noms, tu me les donneras d'heure. En off. Alors pour Je suis l'instant, je preneur. trouve pas en France. Ah ouais, toi, t'as l'américaine? Je me fais beaucoup accompagner soit par des Canadiennes, soit par des Ah Américaines. ouais, Enfin, trop bien. femmes. Et c'est vrai que c'est un sujet en France aujourd'hui. Alors, tu as Squared maintenant qui commence à se mettre Mm. sur le sujet avec leur prépa où du coup ils s'adressent un peu plus aux intermédiaires. Après, moi, c'est pas ce dont j'avais besoin. Je pense que ça dépend vachement des gens. Je trouve qu'il me manque une grosse partie mindset. Et sur la partie purement stratégie, je l'ai déjà. Donc, en Ouais, fait, ouais. c'est pas ce dont j'ai besoin. Là, j'ai vraiment besoin, tu vois, ouais, de quelqu'un qui vienne me pousser un peu dans mes retranchements pour oser aller là où je sais que je dois aller, mais où j'ose pas encore aller complètement. Et donc là, c'est forcément des coachs qui sont plus expérimentés que toi et qui vont pas hésiter ouais, à Ouais. te poser les questions que tu n'as pas envie d'entendre, quoi. Ouais, très juste. Euh, ouais, de toute façon, c'est un sujet, et je suis d'accord, à un moment donné, il y a des angles morts qu'on n'a pas, il faut se faire accompagner pour aller plus loin. De toute façon, moi, je pense que enfin, je trouve que c'est impossible d'avancer Mm. solo. Ça, c'est vraiment, alors j'en parle tout le temps. Je me dis, les gens, ils doivent se dire, bah oui, c'est ton business, mais Ouais, mais tu vois, oui, oui, on peut se dire mais ça, c'est vrai, mais tu vois, vraiment, moi, je le vois. Je fais des pas de géant à chaque fois que c'est vrai. Mais tu je me fais vois, accompagner. je vais te dire un truc. Euh, moi, je sais pas, je dis pas l'inverse, c'est pas vrai. Mais moi, par exemple, j'ai avancé solo. Ouais. J'ai jamais eu, et je dis pas que j'ai réussi, que c'est bien et que c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai pas de mal à dire aux personnes qui rejoignent le bootcamp en leur disant, bah, tu peux faire seul, mais tu peux aussi être accompagné, c'est ton choix. Après, c'est comme tu veux. Et évidemment que j'ai la croyance que si tu te fais accompagner, ça doit aller plus vite, parce qu'à un moment donné, tu es au contact d'autres personnes, de pairs, d'un expert. Enfin, logiquement, ça va plus vite. Mais c'est vrai que j'ai jamais trouvé le truc qui me fera, vas-y, c'est là que tu vas aller, tu vas. Après, peut-être parce que j'arrive à implémenter rapidement ce que j'entends et j'arrive à avancer vite, tu vois, mais peu importe. C'est un sujet, c'est un sujet, c'est un Et sujet. ça en fait partie. Tu as des gens qui absorbent beaucoup, hein. Et Ouais, quand tu absorbes beaucoup, bah, tu es plus facilement capable d'implémenter. Après, ouais, ouais, effectivement, je ouais, pense que dans tous les cas, tu vas toujours plus vite c'est sûr. si tu as quelqu'un à tes côtés. Parce Non, que mais c'est tous les sûr. trucs où tu vas avoir tendance à freiner un peu ou à procrastiner un peu, et on en a tous, bah, la personne, elle va venir mettre le doigt pile là-dessus et du coup, tu n'as pas trop le choix et tu es obligé d'y aller, quoi. Non, mais c'est évident, c'est évident. Ouais, je suis d'accord. Il y a
Ah, c'est hyper intéressant, le temps passe trop vite, j'ai plein de sujets, mais je vais quand même... allez, trois sujets très rapides, enfin un plus long. Juste Je rapidement, t'ai dit que j'étais bavarde, hein, ça a ben été ouais, non, super mais t'es trop internet. bavarde, bah tu reviendras. Non, mais Je c'est parle super... moins, je parle. Non, 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 parle pas moi, reste comme ça, c'est super, c'est parfait. Juste pour comprendre, pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est intéressant, très simplement, c'est quoi selon toi le timing d'un solopreneur qui démarre dans l'accompagnement, on va faire large, euh, c'est quoi son timing pour arriver à un business model intermédiaire que tu accompagnes? Donc, je démarre c'est bon, je fais, je sais pas, 50, je sais pas, 50K, c'est à peu près Ouais. à peu près ça, quoi. C'est quoi le timing? Combien de temps il met? En faisant les choses bien, un peu bien, quoi. Je dirais que ça dépend de ses degrés en connaissance d'entreprise. Non, mais c'est Ouais, vrai. bien sûr. Mais En il y a fait, plein tout de. se joue là-dessus. Euh, et si tu les as pas, bah, plus vite tu vas aller les chercher auprès de quelqu'un, plus vite tu grossiras. Donc, c'est dur à dire. Je pense que si dès le départ, tu mets en place les bonnes actions, tu peux réussir au bout de 2 ans. Ah ouais. Euh, Ouais, non, mais déjà, tu vois, c'est intéressant. Au bout de 2 ans, il y a encore une. Je te pose la question parce que dans ceux que j'accompagne et puis dans ce qu'on voit sur les réseaux, il y a trop la tentation de se dire, bah, je fais 3 posts et c'est bon, j'ai réussi. Je caricature, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. 50 000 euros de CA, c'est pas énorme, mais en vrai, il y a très peu de Il faut aller monde les qui le chercher, hein. Bien sûr. Ah non, mais il y a beaucoup de gens qui montent des choses sur LinkedIn, entre autres, mais qui font pas ce chiffre-là, hein. Et je pense que vraiment, c'est les connaissances en marketing. Enfin, on va pas se mentir, hein. Tu peux être excellent dans ton métier si tu sais pas te vendre et si tu sais pas vendre ta boîte et tes services, il se passera rien. On est Donc, d'accord. je pense que si tu es capable de venir enfin, investir, mais c'est toujours ce qui est difficile, c'est qu'au début, tu n'as pas de thunes. Donc, mais d'essayer en tout cas de vraiment prendre en main ces services. Parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est plein de personnes qui adore aller sur la communication et tous ces sujets-là, alors que les fondations de la boîte sont toujours pas là. Hmm. L'offre n'est pas construite, la personne n'a jamais interrogé sa cible. Et puis elle va aller investir, faire de la com, mais c'est super. Mais sauf que la com, pour moi, c'est un levier. Donc Je ça suis vient d'accord. après. Et souvent, d'ailleurs, les personnes qui sont bonnes en com et qui ont une vraie strate de com, si elles voient que tu ne connaisses pas, elles vont te renvoyer travailler ta cible en amont Hmm. avant de t'accompagner. Parce que sinon, en fait, tu dépenses pour rien. Tu as un levier, c'est super, tu communiques, mais tu sais toujours pas ce que tu vends et à qui. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, à minima, je dirais 2 ans. Tu peux le faire beaucoup plus vite. Celles qui s'y connaissent ou ceux qui s'y connaissent en marketing, en business, peuvent réussir à les atteindre en un an. Mais on va pas se mentir, c'est un pourcentage de la Du population coup, qui est rare. mais je partage à 3000, hein. Qu'est-ce que tu penses du coup de ceux qui te promettent 10 000 euros par mois en 2 mois? Non, je rigole. Ne réponds pas, on sait ce que tu en penses. Non, mais par contre, c'est Une hyper, enfin, fatigue. ouais, c'est fatigant. Non, mais c'est Non, épuisant, mais hein, parce c'est que, épuisant, c'est épuisant. en dehors du fait que, alors après, il y a le côté où ça nuit à la réputation des coachs business en général, mais ça, à la limite, ça, c'est pas très grave parce que je pense que les gens, au bout d'un moment, sont capables de discerner un minimum, mais c'est surtout que, moi, le nombre d'histoires de personnes que j'ai qui arrivent en appel découverte et qui me disent qu'elles ont dépensé des Hmm. sommes Ah, faramineuses c'est terrible, hein. pour rien, alors qu'elles sont au début de leur entreprise, C'est moi, ça me terrible. rend hystérique. Ouais, c'est pareil, et puis tu les vois, enfin, ouais. Bon, peu importe, on va pas, le but, c'est pas de, sa croix, comme on dit. Euh, mais ouais, je suis 1 an, 2 ans, enfin, voilà, Pour moi, oui, deux c'est long. ans, enfin, honnêtement, un an, c'est si tu t'y connais, enfin, c'est si tu fais nos métiers. On va pas se Ouais. mentir. Si tu fais nos Ah oui, tu veux dire métiers si dès le tu fais départ, du B2B2C, quoi, pas du B2C ou ouais. C'est ça que tu veux oui, dire ou si tu c'est accompagnes. vraiment, c'est si tu sais dès le départ mettre en place une Ouais, stratégie. ouais, ouais, ouais. Et là, tu peux réussir à les faire en un an parce que tu vas structurer dès le départ, tu vas étudier ta cible dès tes 2 premiers mois, et enfin, tu vois. Donc, Hmm. forcément, tu vas réussir à construire un chiffre d'affaires solide. Alors après, c'est encore différent quand tu fais de la prestation de service et que tu vends à des grosses boîtes Oui. vraiment de service. Mais si je parle en tant de solopreneur, de Ouais. vraiment je construis ma boîte, euh, je pense que la majorité, enfin non, je pense qu'il y a une très infime partie qui peut le faire en Majorité. un an. Il y C'est-à-dire. en a peut-être 30% qui peut réussir à le faire en deux. La majorité vont le faire en 3 ou 4. Ouais, je suis d'accord. C'est un sujet aussi. Tu peux nous, tant pis, on va déborder, mais c'est pas grave. Sauf si tu avais un truc après, toi, ça va? Moi, j'ai un rendez-vous, mais il va attendre. Euh, je veux deux choses. La première, enfin, et ça sera la deuxième, je veux que tu me parles de comment tu fais sur Instagram. Parce que moi, Instagram, c'est un vrai sujet. Parce que j'ai compris et j'ai vu que tu étais plutôt à l'aise avec Instagram, même plus que LinkedIn, j'ai l'impression.
Mais avant ça, tu peux juste pour celles qui nous écoutent, nous expliquer très simplement, concrètement tes accompagnements. Mes accompagnements, j'en ai trois aujourd'hui. J'en ai un petit. Vraiment, ça, c'est plutôt sur ma cible. C'est pas une cible débutante. C'est une cible qui a déjà, voilà, qui a déjà plus ou moins construit son offre, mais qui a jamais vraiment étudié sa cible, qui a pas construit une offre qui est vraiment différenciante, qui a regardé un peu ce qu'il faisait et qui s'est un peu calqué sur ça. Ouais. Là, ça, j'appelle ça un mini mind. Ça existe encore peu en France. Ça existe beaucoup aux États-Unis. C'est vraiment des formats d'accompagnement très, très courts. En général, c'est entre une semaine et 6 semaines. Moi, je Ouais. fais sur 6 parce que je pense que pour construire une offre en dessous de 6 semaines, c'est impossible. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez intensif sur un sujet ultra spécifique où tu pars pas dans 15 000 trucs. Donc, on n'est pas en train de voir comment communiquer dessus, comment ci, comment ça. Vraiment, on se focus sur t'étudies ta cible et tu construis ton offre. Ok. J'ai un programme de groupe qui dure 4 mois qui s'appelle Elevate, qui est mon bébé absolu. Juste, pardon, je te coupe, en plus, tu en plein enthousiasme et tout, je sens que tu as envie d'en parler. Juste ce produit C'est avant Taylor d'appel, Doctor, ouais. c'est quoi? C'est du digital asynchrone sans toi? Tu es là? Il y a un live? Comment ça se passe? Il y a des lives. Moi, de toute façon, je ne crois pas aux accompagnements 100% autonomes. Je pense que le marché a énormément évolué et que ça Ok, marchera. Les gens deviennent de plus en plus difficiles, à juste titre, parce qu'il y a eu beaucoup de bullshit. Et en fait, sur certains sujets, typiquement sur l'offre, je suis convaincue que c'est impossible de la ok, créer sans avoir quelqu'un qui vienne te faire un feedback à un moment donné. Donc, il y a 3 lives. Il y en a un tous les 15 jours. très bien. Euh, et après, il y a un espace Discord sur lequel elles peuvent poser des questions et où je suis dispo pour vraiment leur répondre. Ok. Sur tout et j'allais dire rien pendant la durée de l'accompagnement. Et surtout rien. Non, je plaisante. Ok, donc 6 semaines avec une plateforme dans laquelle ils avancent à leur rythme, j'imagine, et Ouais. 3 lives en collectif, super. Top. Après, tu as le programme Elevate qui est au milieu, qui est ton bébé, si je comprends bien. Là où, où sont les deux marines, c'est ça? Celle que je Ce connais? sont les deux marines, tout Ok. à fait. Oui, oui, c'est vraiment le. Là, pour le coup, on est sur un stade intermédiaire. C'est les personnes qui font de l'accompagnement, euh, Mhm. ou font du one-to-one majoritairement, qui arrivent à un palier, en fait, où elles ont besoin de venir. Elles sentent bien qu'elles sont coincées et qu'elles ont trop de one-to-one et que, de toute façon, elles ne pourront pas aller plus loin, elles ne peuvent pas prendre plus de clients. Et donc, elles ont besoin de passer au groupe. Et donc là, c'est vraiment Ok. de comprendre, enfin, de comprendre. En fait, on a 4 mois ensemble et pendant ces 4 mois, elles viennent construire leur programme de groupe. Ça veut dire que tu exiges, entre guillemets, qu'au préalable, elles, ou ils, non, elles aient vendu, c'est quoi, il y a un chiffre d'affaires minimum en individuel, elles ont fait du individuel ou pas forcément? Elles ont fait de l'individuel. Après, je pense que ça dépend des profils. D'accord. Là-dessus, beaucoup, enfin, le chiffre d'affaires est un indicateur. Après, tu as des personnes qui se pricent très mal et qui peuvent avoir un chiffre d'affaires assez bas alors qu'elles ont eu des centaines de clients. Oui, c'est vrai. Euh, du coup, c'est plus le nombre de personnes que tu as accompagnées. Et Mhm. après, je fais toujours attention aussi aux profils. Tu as des Ok. profils qui, très vite, qui ont besoin d'évoluer très vite, et qui vont passer au groupe beaucoup plus vite que d'autres personnes et qui ont besoin de passer au groupe rapidement, tu vois. Donc après, c'est de l'analyse personnelle. Par contre, effectivement, je suis un peu connue pour refuser si j'estime que la personne Ah, c'est ne bien. va pas au programme. C'est chouette, Parce je que trouve ça. le problème sur ce type de programme, c'est que si t'es pas au bon stade d'avancement, si tu es trop avancé ou justement que tu l'es pas assez, à un moment donné dans le programme, tu vas te retrouver en échec Ouais. par rapport. Je Il n'y suis a d'accord. rien de pire, je trouve, que de se retrouver en échec. Et je trouve aussi que c'est hyper important d'avoir une cohésion de groupe. Donc ça, je suis assez Complet. OK de remplir moins mes programmes, mais d'avoir une bonne cohésion plutôt que de les remplir Ouais, plus et d'avoir une moins bonne cohésion. ouais, complètement. Et du coup, t'es pas sur de enfin, de l'Evergreen, là, c'est les mots un peu compliqués, mais t'es sur des promotions que tu lances. Et du coup, le système d'acquisition pour ça? Ça, si je te dis en Masterclass, quelques mots. alors sur le petit, c'est de l'organique. Ouais. Et à terme, il y aura un lead magnet qui sera relié à ça. Ok. Et à terme, à un moment donné, il y aura des ads, mais ça, tu vois, c'est peut-être Un au-dessus. empire. Je connais quelqu'un pour les aides, si tu veux. Mais peu importe. Mais tu vois, je crois beaucoup au step by step, Mm. pas aller trop vite, de bien construire plutôt que Complet. de mal construire. Sur le programme de groupe Elevate, là, pour le coup, c'est masterclass en système d'acquisition. Parce C'était que la sur classe, ce ok. programme, les gens ont besoin de te voir. Enfin, tu vois, on est sur un budget de 2 700 euros.
Les gens ont besoin de te voir à un moment donné en vrai, ils ont besoin de t'entendre, ils ont besoin de... Voilà, il y a Tu fais besoin pas d'avoir de de la confiance. prospection? Non, Bah, pas t'as de la pour chance. l'instant. T'as de la chance. Ou pas, je Après, sais la pas. masterclass, si elle est bien travaillée, c'est souvent, ça permet, enfin, Ouais, il y a tu quand récoltes même, quand même pas mal de monde, c'est vrai, mais il y a quand même le fait d'avoir une audience au préalable pour remplir la oui. Ah, masterclass et une ah, audience bah, de toute qualifiée, quoi. façon, si tu fais un programme de groupe, il te faut une audience au préalable, sinon Ah ouais, ça donc sert ça, c'est à rien intéressant, tu vois. de vouloir faire un programme de groupe si tu n'as pas d'audience. Tu vas galérer à le remplir. Très intéressant, ça. Ça, j'aime beaucoup, effectivement. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir une audience de 5000 personnes ou 10 000 personnes, mais il te faut quand même un minimum d'audience pour aller chercher. Il faut toujours se dire que en fait, ton pourcentage, tu vois, sur une masterclass où tu as peut-être 200 personnes d'inscrites, tu vas en avoir 100 qui vont être Hmm, présentes, tu vas en avoir 10 qui vont prendre un appel découverte avec toi, et tu en as 4 qui vont signer à la c'est fin. ça, c'est ça. Donc, il y a masterclass et après, il y a l'organique et toute la promo que tu fais par mail pour venir remplir un peu plus. Mais il faut être conscient que le taux de remplissage est faible. Et donc, il y a un moment donné, plus Hmm. ton audience est grande, plus tu as des chances d'augmenter selon le nombre de personnes que tu veux dans ton programme. Ouais, c'est... Ok, donc toi, très masterclass, faudrait que je m'y remette, j'en fais plus. Moi, je suis très prospection, tu vois. Très Après, j'ai organique, du one-one. évidemment. Comment? Et après, j'ai du one-one. Le dernier, c'est Et donc one-one. ça, c'est le troisième programme. Comment il s'appelle? Parce que comme tu as un nom à chaque fois. Alors, il s'appelait pas jusqu'à présent. Il Il va s'appelait pas. s'appeler Devient une référence parce que c'est un peu le sujet sur lequel on vient me chercher majoritairement. Ok, Euh, et là c'est du one-one et ça s'ajuste encore. c'est bien, j'aime bien. C'est marrant, on a un peu les mêmes. Combien tu vas faire? Ou combien tu fais, sans indiscrétion, sur celui-là? En En prix, pardon. one-one? En prix, ouais, en Ah, en tarif. prix. C'est mon gros sujet d'ici début 2025. En fait, jusqu'à présent, j'en ai deux. Ça commence entre 3 4 mois et j'ai ceux qui sont plutôt sur 6 mois. Donc, ça commençait à 3005 et sur 6 mois, on était plutôt aux alentours de 5000 hors taxe. Là, il faut que je me pose sur justement, est-ce que je le package complètement et comment, parce que sur la partie avancée, j'ai différentes cibles de plus en plus. J'ai des Ouais. solopreneurs, mais j'ai aussi de plus en plus des petites agences, Ah ouais, euh, intéressant. des architectes, tu vois, qui sont pas nombreux, qui sont deux, trois, mais qui ont besoin de venir se positionner différemment. Et donc, du coup, c'est un peu comment Hmm. j'équilibre en fonction de ça. Et t'as pas les mêmes besoins quand tu es un cabinet d'architecture que quand tu es une solopreneuse qui vend du coaching en ligne. Donc, Complètement. voilà. Et est-ce que je garde une partie vraiment très sur mesure, qui est ce que je fais aujourd'hui, Ouais. en fonction de la personne? Est-ce que je package deux offres différentes? Là, tu vois, tu disais, je réfléchis toujours en amont. Là, il faut que je me pose. Ça fait partie des objectifs de fin d'année, de me poser, de bien venir étudier les deux cibles, quels sont les besoins, en gros, les thématiques qui reviennent à chaque fois, pour voir si on peut packager deux offres différentes, deux Hmm. formules. Ouais, super, super intéressant. Je suis dans la même réflexion, donc ça m'intéresse énormément. On va en parler. Ouais, avec grand plaisir. Mais ok, bah d'abord bravo pour tout ce que tu as réalisé et la limpidité, la fluidité avec laquelle tu l'exprimes. Je trouve que c'est hyper clair. Ça donne envie de travailler avec toi, mais je suis pas une fan Ah, malheureusement. Euh, dernier sujet rapide. Tant pis, on a dépassé le temps, mais quand même j'ai envie de savoir. Et après, juste sur Instagram. ah Euh, oui. allez, concrètement. Moi, ça marche bien sur LinkedIn, je suis content, etc. Mais je suis sur Instagram, je galère. Tu conseilles quoi? Voilà, c'est une question très large qui veut pas dire grand-chose, mais tu ferais quoi? Alors, Instagram, il faut savoir que sur Instagram, on vend en story, on ne vend pas par post. Ok, story déjà. Les posts, c'est vraiment plus pour apporter de la valeur. Donc, je dirais que tu peux être un peu plus sur de l'éducatif dans tes posts. Ouais, Si tu veux développer la communauté, ça passe beaucoup par les réels, on va on est pas se d'accord. mentir. Hmm. Après, ce qui marche bien, si tu n'as pas envie de te faire tirer des réels toute la journée et toi, ça pourrait fonctionner, c'est de faire des lives avec d'autres personnes. C'est vrai, j'ai Moi, jamais fait ça. j'ai grossi au début sur Instagram via le podcast parce que forcément, bah, tu as une double communication. Et après, souvent, ce que je recommande, si tu n'as pas envie de faire des lives, des réels toute la journée, c'est de faire des lives avec d'autres personnes, soit que tu vas aller interviewer, soit avec qui tu vas partager un sujet commun et vous allez discuter parce que bah, du coup, forcément, vous croisez vos communautés, donc ça augmente les communautés des deux côtés. Et ça te permet, tu sais, quand je dis, c'est toujours de trouver quelque chose qui fait sens pour toi. Si ça te fait chier de faire des réels, tu vois, bah, non, mais
Tu trouves Ouais, un ouais, autre je suis d'accord. moyen de faire grossir ta communauté. Et si toi, c'est le contact, bah, go chercher du contact avec plein d'autres gens pour venir discuter de sujets. Et dans tous les cas, Instagram, il faut te dire que c'est très long. C'est beaucoup plus long que LinkedIn parce que bah, il y a beaucoup plus de monde sur le réseau. Donc, pour sortir de la masse, c'est très, très compliqué. Et après, on ne vend pas dans ses posts, on vend en story. Donc, sur Ouais. Instagram, une fois que ta communauté est là, il faut être présent en story tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, et en story, c'est vraiment de partager, si tu es coach par exemple, c'est de partager des séances que tu as faites et sur quoi vous avez travaillé, sans citer la personne, mais les gens ont besoin de se projeter dans ce que tu fais et la valeur des services que tu offres. Et là-dessus, Instagram, moi j'ai beaucoup de monde, beaucoup. Sur LinkedIn, j'ai plus de 5000 personnes, donc j'ai le double de ma communauté d'Instagram. Pourtant, c'est sur Instagram que je convertis. Ouais, Et c'est j'ai beaucoup de marrant. personnes qui arrivent via LinkedIn et qui me contactent sur Instagram. Parce qu'Instagram, c'est un cocon. Il y a les stories, tu peux réagir aux stories. C'est beaucoup plus facile de venir créer un contact avec la personne et d'oser lui parler que sur un post LinkedIn. Où on va pas se mentir, sur les posts LinkedIn, ceux qui commentent, c'est ceux qui sont sur LinkedIn et qui ont besoin d'avoir des vues sur leur post aussi. Donc en fait, tu as une majorité silencieuse, les gens ont beaucoup de mal. Enfin, c'est plus difficile d'envoyer un message privé sur LinkedIn que de réagir à une story sur Insta. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est c'est très juste. vraiment ouais, de travailler en story et de venir, je dis souvent, documenter ton quotidien. Ouais, Mais ok. c'est facile de dire, ah bah voilà ma to-do list de la journée, parce que ça saoule tout le monde, on n'en a rien à faire de ta to-do list de la journée. Mais attends, Non, mais tu je prends vois, une photo de nous pour le podcast, c'est le quotidien. oui, tu as raison. Mais voilà, ça par exemple, d'ailleurs, il faut que je le fasse aussi, Bon, on de le fera dire, après. j'ai Ben oui, enregistré un épisode de podcast. mais c'est vrai, Euh, c'est juste, hein. C'est vrai qu'on ne pense Il y pas a à ça ça, aussi. mais tu vois, par exemple, plutôt que de dire juste j'ai enregistré un épisode de podcast, c'est de quoi on a parlé, quels sont Hmm. les sujets qu'on a abordés, quel était le but de l'épisode, de venir apporter un peu de matière en fait aux gens. Et pareil, si tu sors d'une séance de coaching, bah, qu'est-ce qu'on a abordé pendant cette séance? Moi, quand je fais les programmes de groupe, on a fait un live, je dis bah, sur quoi on a travaillé pendant ce live. Je dis pas juste aujourd'hui live avec Elevate. Arrête, c'est Non, ce que mais je fais, moi. bah, désolée, mais du Mais t'as coup, raison, tu me donnes des du idées, coup, du ça coup. suffit pas. Ça C'est suffit nul en très plus, c'est bien, vrai, t'as raison. mais ça donne pas tellement de valeur. Alors que si tu commences à te dire, bah, de quoi tu as parlé, et ben là, les gens, ils comprennent qu'est-ce que tu abordes, sur Ah quoi tu es ouais, bon. Et du coup, bah, en fait, tu leur racontes une histoire. C'est vachement plus intéressant de lire une c'est histoire qu'une vrai. histoire. Mais en fait, il y a vraiment moyen de s'éclater sur Instagram. Mais Oui, ouais, ouais, c'est marrant, hein, c'est dur d'être sur plusieurs. On a l'impression que c'est la même chose sur les réseaux, mais c'est pas la même ça chose. n'a Bon, rien à pas que voir. pour l'algorithme, mais aussi pour la manière dont on consomme le réseau. C'est hyper intéressant ce que tu dis. On va pas aller plus loin parce qu'on n'a pas le temps, mais moi, ça me donne plein d'idées. Et Dernier conseil que je donnerais quand même ouais, sur vas-y, bien sûr. Instagram, Pardon. c'est quelles sont les personnes que tu suis et comment elles communiquent. Celles que tu adores suivre. Ok. Et faire Et pareil. ça, Enfin, moi, j'avais fait ça au tout départ. Je m'étais listé toutes les personnes que j'adore suivre sur Instagram et j'avais regardé quels étaient leurs points communs. Et il y en a pas typiquement, dans beaucoup, leurs hein. points communs, à l'époque, je montrais pas du tout ma tête. Ah Et dans ouais. leurs points communs, il y avait le fait qu'on les voyait tout le temps. Et que du coup, ça a créé un lien. J'avais l'impression de connaître ces personnes-là. Je les voyais, elles étaient en photo dans leur feed, elles se montraient tout le temps en story, elles faisaient des facecam, chose que je faisais pas du tout à l'époque. Je me suis dit, en fait, Hmm. elles ont ce point commun là, et j'adore ça, j'adore le fait de les voir, et je suis aucun compte Instagram où je vois pas la tête de la personne. C'est Bah, ça très m'a aidé à juste. débloquer le truc, de me dire, bah, en fait, il faut que je monte ma tête. Ouais, c'est cool, hein. J'aime bien tes conseils, l'effet miroir, ça marche bien. Moi, j'ai trouvé un concept qui marche bien. Tu vois, je vais coacher des gens dans la rue, comme ça, au moins, on me voit et je me fais pas face cam. Le problème, c'est que ça parle pas forcément directement à ma cible. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien, j'adore et ça fait grossir la communauté. Et voilà, il y a des trucs qu'on fait aussi pour le kiff, hein. C'est toujours de se dire que Ouais, l'objectif, ça vient nourrir. Et ouais, se nourrir soi, c'est cool aussi, hein. mais complètement. Bon, j'adore cet épisode, mais on va quand même le conclure, malheureusement. Juste, t'as dit un truc à un moment donné. Je sais plus comment tu l'as dit exactement, mais t'as dit, plutôt au début de podcast, t'as dit, quand on rêve d'aller quelque part, on y va. On finit par y aller. Je crois que tu l'as dit comme ça. Quand on rêve d'aller quelque part, on finit par y aller. C'est quoi ton rêve à toi, pour le futur? Ah, c'est dur ça. Mon rêve à moi, ce serait vraiment de réussir à avoir un impact sur la place des femmes dans le business, que ce soit plus un sujet, tu vois, que vraiment qu'on respecte autant la parole des expertes féminines que des experts masculins. Qu'on en Hmm. voit sur les plateaux télé qui parlent de business, qu'on en voit dans les magazines business. Ça, si j'arrive à un moment donné à faire bouger les choses là-dessus,
je crois que je serais contente. Bah écoute, je te le souhaite et je serais vraiment heureux que ce soit toi qui portes ce message parce que je trouve que tu le portes bien. J'ai vraiment, vraiment apprécié cet épisode. D'abord pour ta personne. Je te trouve très intelligente, mais au sens intelligence que moi j'aime bien, c'est-à-dire capacité de raisonner, de modéliser tes pensées et d'aller simplement à des solutions et expliquer tes mots et tes idées. Et ça, j'adore. Donc j'ai trouvé ça super fluide, vraiment. En plus, je pense que tu as beaucoup de belles valeurs qui me parlent beaucoup et ça, c'est chouette. Et puis aussi en tant que professionnel, bah écoute, j'ai appris des choses avec toi. Je pense qu'on pourrait parler beaucoup de temps sur plein de choses, business et autres, enfin, mettre le nez dans les business, ce serait super intéressant. Mais trop bien. Tu vois, Marine m'avait dit, il faut absolument que Delphine passe dans ton podcast. Et ben, je remercie Marine parce qu'elle avait évidemment raison. Je vais te laisser le mot de la fin, mais juste te remercier, te dire que ce que tu fais, c'est chouette, te dire que ce que tu fais, je trouve ça super aligné, et te dire que bah, j'invite beaucoup de femmes à te suivre, et celles qui veulent se lancer en business intermédiaire, mais pas que, parce que tu as un produit d'appel aussi, bah, aller vers toi, parce que franchement, moi, si j'étais une femme, c'est ce que je ferais. Voilà, je te le dis. Allez, le mot de la fin pour toi, Delphine. Les mots de la fin, déjà merci beaucoup parce que c'était un podcast très chouette et tu vois, tu parlais de fluidité tout à l'heure. Je pense que pour être podcasteuse, je sais que le fait d'être à l'aise, tout vient de la personne qui gère le podcast et de la capacité à mettre à l'aise ses invités et à rebondir correctement sur les bonnes questions. Je t'ai vu plusieurs fois prendre des notes. Et ça, pour le coup, bravo, parce que tu vois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus de mal à faire. Moi, en général, enfin, je sais où j'ai envie d'emmener la personne, mais du coup, j'ai un peu une trame, tu vois, que je suis, D'accord. plutôt que de rebondir comme ça. Donc, c'est assez cool. C'est fluide et en même temps, tu as réussi à aller rechercher ce que tu voulais pour tes auditeurs et tes auditrices. Et ça, c'est l'élément numéro un du podcast, de réussir à amener de la valeur et pas juste de papoter, même si on adore écouter les gens papoter, mais ça fait pas tout. Donc, merci pour tout ça. J'ai passé, tu vois, c'est un super bon moyen de démarrer le mardi matin, je trouve. Je suis Ouais, très, c'est très clair. contente. Et le mot de la fin, en vrai, ça va être un peu bateau, mais ce serait vraiment de dire que quand on a envie d'aller quelque part, faut s'en donner les moyens. Enfin, je pense pas qu'il y ait. Alors, j'ai pas envie de tomber dans du déterminisme pour autant et dire que tout le monde peut y arriver parce que c'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont plus de chances que d'autres. Il y a des personnes qui ont accès à plus de ressources que d'autres. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a une magie incroyable qui fait qu'on peut accéder à plein de choses. Qu'il y a plein de personnes qui seront trop heureuses de donner des conseils, ça, de jamais hésiter à aller parler aux gens, en fait. Mm, mm. Enfin, c'est ce que tu fais, mais c'est fou à quel point les gens peuvent te donner des petits conseils par-ci, par-là, qui peuvent des fois te faire gagner 6 mois. Donc, Complètement. vraiment, allez-y, si vous avez envie de porter quelque chose, euh, laissez pas la peur vous freiner, en fait. C'est surtout ça. Eh ben, je partage évidemment, et comme j'ai l'habitude de dire, bah, transformez vos peurs en joie d'expérimenter. On est là pour expérimenter, jouer et prendre du plaisir. Énorme merci, Delphine. Où est-ce qu'on te retrouve juste? Ceux qui voudraient te contacter? Instagram et LinkedIn, avec Allez, le nom qui sera inscrit probablement dans la tout à description fait. du Je podcast. mettrai les liens. De toute façon, Delphine Barnavon, merci. Je vais continuer à te suivre. On va peut-être continuer à échanger, quoi qu'il arrive. Un grand merci et à très vite. Salut!